un petit espace pour nous, pour courir dehors. Alors maintenant, du coup, je vais vous demander de continuer, de faire du pour donner honneur à ce nom. Tu sais que Vous n'avez pas fait aujourd'hui, Marie-Hélène. Ah non, Merci, non. Marie-Hélène. Ouais, tu fais la source ce soir. Alors, on accueille Vincent. Bonjour. Bienvenue, Vincent. Tu es notre dernier invité. Donc, merci beaucoup de venir ici témoigner pour les jeunes autour du harcèlement scolaire. Donc, tu as été victime de harcèlement scolaire pendant plusieurs années. Ah. Oui, on t'entend bien, ne t'inquiète pas. Ouais. Et aujourd'hui, tu as envie de témoigner. Tu as envie de témoigner sur ce que ressent une victime de harcèlement et sur effectivement ce qui lui est fait au quotidien. Quel est l'impact d'abord très premier, c'est-à-dire comment toi tu l'as vécu dans ton quotidien d'enfant, d'adolescent. Alors, bonjour à tous. En fait, oui, voilà, donc j'étais à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. Et en fait, j'étais victime dans toutes les écoles où j'étais et aussi dans les collèges. Alors, ce que j'avais comme harcèlement, c'est qu'à l'époque, c'était pas vraiment visible directement. Ils étaient un petit peu plus subtils à l'époque. Ils avaient beaucoup de phrases, après, ils tapaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de tabassage, ils frappaient, des phrases très 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 froides et très cruelles, genre tu n'es qu'une mère, tu n'es rien. Et chaque fois que j'arrivais à l'école, et après dans les collèges, il y avait à peu près 400 élèves, j'avais 400 regards qui me regardaient, j'avais l'impression que j'allais à l'abattoir tous les jours. Ce qui fait que ça a créé beaucoup, moi j'étais toujours introverti et beaucoup renfermé sur moi-même. J'étais ce qu'on appelle quelqu'un de différent. Et alors c'est vrai que la différence c'est quelque chose justement qui est une force et qui est une richesse. Alors c'est sûr que quand vous voyez un élève qui est, on va dire, éloigné, qui n'ose pas trop s'intégrer ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a peur, il est terrorisé, parce qu'il n'ose pas aller vers les autres, parce que justement il voit que les autres ils sont libres, normaux, expansifs et ça, et lui il comprend pas, il n'est pas, voilà. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans l'éloignement, après si on se fait harceler, les moindres petites phrases, comme disait Kamel, oui. La moindre phrase, en fait, pour vous, c'est un amusement, mais pour la personne qui est de l'autre côté, en fait, on va dire, c'est un meurtre, c'est comme un viol. En fait, moi, la vie, je l'ai vécue comme un viol tous les jours. Un viol, peut-être pas physiquement, sexuellement, mais un viol, on va dire, mental, psychologique, psychique. Ce qui s'est passé après, c'est que comme les professeurs n'étaient pas du tout, on va dire, enclins à chercher une solution, pour eux, c'était moi qui étais un malade mental. Et ils ont forcé ma mère à me mettre à l'hôpital psychiatrique à l'âge de 16 ans. Donc je suis arrivé quand même dans une cellule fermée avec un matelas par terre et tout. Et voilà quoi, on m'a dit, voilà, tu dois rester enfermé. Donc, parce qu'en fait, plus on est dans l'introversion, qu'on a un manque de confiance en soi, si on développe après des psychoses, alors pas que des trucs de malades mentaux, hein, quand on vous dit par exemple un schizophrène, c'est pas forcément un mec qui a entendu des voix ou qui voit des hallucinations. Mais ça peut être, moi pour mon cas, j'ai un dérèglement des émotions. À force du manque de confiance, etc., tu peux développer des petites psychoses psychologiques, des TOC, des troubles. Mais ça n'a pas arrangé, évidemment, si vous avez que de la haine de la part des élèves. Ma mère, elle, qui avait le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à son boulot, parce qu'elle était en travail à midi libre à l'époque. Et évidemment, une femme qui travaille bien, c'était mal vu à l'époque. Nous, ma mère et moi, on n'avait pas de chance parce qu'on habitait en plus pendant 2 ans à Montferrier, à la campagne. Mon père, c'était pas un tyran, il était odieux. Il était vraiment, il frappait ma mère, il frappait moi. Donc après, voilà, ça génère beaucoup. Alors c'est vrai que quand vous nourrissez de la rancœur, de la haine envers les autres élèves, vous ne cherchez pas à vous intégrer. Et encore aujourd'hui, moi j'ai un décalage avec les gens, parce que c'est vrai que comme je sais qu'eux ils sont épanouis dans leur normalité, et ils nous regardent et après ils vous disent ouais non mais lui c'est voilà. C'est comme dans l'armée aussi, il paraît que en fait pour cohésion sociale d'un groupe, ils vont voir un qui est un peu plus écarté et différent, Agile, oui. et ils vont dire attaquez-le lui pour vous souder en fait. Le côté sacrifice. Et ce qui est dommage, c'est que quand vous pouvez tirer une force de la part de celui que vous avez peut-être stigmatisé ou éloigné.
parce que il peut vous apprendre des choses que vous ne soupçonnez pas et vous pouvez mieux comprendre. Et le fait de ressentir par exemple une parole positive, un moment de complicité, même intime, pas même furtif, quoi. La personne peut se sentir vraiment tellement bien que ça n'aura pas des conséquences dramatiques. Alors justement Vincent, par rapport à ce dont on discutait, l'impact aussi de l'harcèlement scolaire sur du long terme, c'est-à-dire que voilà, on a parlé avec Zahour, avec Déborah, des accompagnements qui existent, et effectivement quand c'est pas pris en charge, quelles sont les conséquences ensuite sur la vie d'adulte dans le développement? Alors déjà premièrement, bon, j'ai 39 ans et j'ai encore des reliquats, on va dire, de déboire, si on peut dire. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Je vais parler, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous n'êtes pas compris du tout par le corps enseignant, qui vous disent qu'en plus c'est vous le fou, que personne vous croit, que vous avez dans votre famille toutes les personnes qui vous disent ouais tu mens, t'as jamais souffert, t'as inventé, t'es dans des délires, que la psychiatrie vous tabasse, parce que j'avais même les psychiatres qui me harcelaient, qui m'infériorisaient, parce que comme j'avais 16 ans, ils me disaient tais-toi, tu nous appartiens. Voilà, comme ça. Voilà, j'étais allongé par terre, ils venaient dans la cellule, des fois avec les infirmiers des bâtiments voisins, pour regarder là, le spectacle, le gamin de 16 ans qui rampait par terre avec les médicaments dans la tête. Et ils amenaient une bouteille d'eau de la poubelle, qu'ils avaient remplie avec le robinet plein de calcaire de la buanderie, parce que l'eau du robinet c'était pour les normaux. Donc voilà, vous nourrissez en fait un sentiment de non-appartenance à l'humanité. Et vous voulez être dans la différence, mais dans la différence opposée à la vie. Et moi, ce qui a été mon cas, c'est que j'ai toujours voulu être retiré de la vie. Moi, la vie, comme je vous ai dit, je l'ai vécu comme un viol. Pour moi, la vie, ça a été quelque chose d'une offense. Alors, j'ai pas dit que j'étais pour la mort ou quoi que ça, mais j'ai beaucoup pensé au suicide toute ma vie. Le suicide, par exemple, c'était pas d'une manière de mourir ou de côté monstrueux, c'est pour fuir et m'échapper de la souffrance. Arrêter la douleur, en fait. Stopper la blessure. Alors, malheureusement, oui, j'ai vécu après des deuils énormes avec donc mon père qui m'a dit d'horreur, des phrases du genre t'es un raté, t'es un minable, t'es pas rentable. Parce qu'en fait, moi, je voulais écrire, et même à la psychiatrie, ils disaient que écrire, c'est une maladie. Ils disaient arrête, distribue le 34. Le 34, c'est des journaux qu'on distribue pour les annonces de travail. Donc enfin, voilà, c'était chaotique, et je me suis battu pour essayer de faire mes textes et tout ça. Heureusement, la seule personne qui m'a soutenu, bon, il y en a eu deux, ma grand-mère et ma mère. Ma mère est encore de ce monde, heureusement, c'est la seule qui me soutient. Sinon, ma grand-mère est morte. Et évidemment, ma vision du suicide a changé aussi. Pas en amour de la vie, mais quand vous perdez un proche, que ce soit le chaos ou quoi que ce soit, vous ressentez quand même que la mort c'est quelque chose de définitif. C'est-à-dire que même si moi qui ai pensé toujours que la libération, l'échapper à la souffrance, tuer la douleur et tout, de se tuer, vous vous rendez compte que non, parce qu'en fait, quand vous perdez un proche, vous ressentez l'absence de la personne, le manque de la personne, et en fait, donc, vous ressentez qu'il y a un côté définitif. Alors du coup, Vincent, vous avez un livre? Oui, que... j'en ai sorti, c'est 17e. Ouais, j'en ai fait un nouveau, justement. Donc vous écrivez? Oui, j'écris. Et vous écrivez sur ce sujet aussi, entre autres? Alors, en fait, dans ce que j'écris, en fait, je vais retranscrire la vie de tous les jours, bon, avec un univers dans des métaphores et tout, mais justement, j'essaie de retranscrire le ressenti de quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on ressent vraiment l'hostilité et l'exclusion de la part des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, alors il y a le scolaire qui est beaucoup dans le harcèlement. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, que vous êtes dans le scolaire ou pas, il y a un déchaînement de harcèlement gratuit, parce que c'est sûr que les gens, et on devient aussi quelque part, quand on est harcelé, moi j'ai toujours nourri la vengeance, l'envie de me venger, mais pas dans un sens pour faire le caïd, dans un sens pour renvoyer toute la peur qu'on m'a infligée à mes tourmenteurs et aux gens. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, après on est déformé par l'existence. Donc c'est sûr que quand vous harcelez des personnes, vous pensez pas à chaque fois. Vous pensez pas à la personne en fait qui est victime. Vous voyez que vous êtes abusé, vous avez rigolé. Bon, je sais pas si j'explique très bien les choses, mais la personne après ressent la blessure à un tel degré
Et on a tendance, nous, à nourrir une envie de vengeance, quelque part comme un désir. C'est-à-dire, vous connaissez des choses de la vie de tous les jours, par exemple, normaux. Vous savez comment aborder une fille, comment être bien, comment rigoler, comment se comporter, les codes d'aujourd'hui, tout ça. Et en fait, quand vous êtes dans l'inverse, même à 30 ans, à 39 ans, vous ne comprenez pas les choses. Et comme les autres, ils vous reprochent d'être comme vous êtes, parce qu'il n'y a pas d'acceptation. Zahour, tout à l'heure, parlait de télé-réalité. Et justement, malheureusement, la télé-réalité est devenue, quelque part, un dogme. Quelque part, c'est biblique, c'est la religion. Et aujourd'hui, cette culture de se clasher, de s'insulter, le paraître, la vénalité, exister derrière des selfies et des smartphones, s'emprisonner, tout ça, parce que c'est sûr que le virtuel, en fait, donc, virtualiser la vie et virtualiser l'humain, c'est très nocif, parce que ça empêche déjà de comprendre les autres, d'accepter l'autre, de discuter et d'élargir, quoi. Alors c'est sûr que voilà, même quand vous êtes artiste, que ce soit pour moi l'écriture ou pour d'autres dans la musique, penser que les choses sont bien parce qu'il y a des tweets, des buzz, des likes, des vues. Excusez-moi, par exemple, vous pouvez regarder un truc, il a marqué vu, mais si vous n'aimez pas, voilà, c'est un truc que vous n'aimez pas, quoi. Donc il n'y a pas d'émotion, c'est froid. Et le problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont harcelées vont devenir le jouet des tweeters, des buzzers, des téléréalités, tout ça. Parce que il faut devenir comme ça, et pas comme vous êtes. L'individualité aussi. C'est-à-dire être soi-même, avoir sa propre identité, sa propre personnalité. C'est très important de se créer soi-même et de créer son univers. Et c'est vrai que l'institution académique aussi, donc pour les écoles, les collèges et tout, ne pousse pas à ça. Ils poussent beaucoup à être comme le prof a dit, le devoir machin, le ceci là. Ils prennent pas en compte la débrouillardise. Moi par exemple, j'ai côtoyé beaucoup de SDF, enfin de gens dans la rue. Je voyais comment ils vivaient et tout. Donc j'ai pas dormi dans la rue avec eux, mais tous les jours je passais la journée avec plusieurs, je parlais avec eux et tout. Et ce qui m'a heurté, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient uniquement intéressés par leur consommation dans les magasins et tout, et ils passaient devant les personnes qui faisaient la manche comme si c'était des encombrants, parce qu'ils n'avaient pas des zéros en compte en banque, parce qu'ils n'avaient pas de carte bleue, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'achat. Et encore aujourd'hui, un petit bonjour à quelqu'un qui est dans la rue, vous n'imaginez pas à quel point la personne va se sentir bien. Parce que quand vous dormez que d'un œil, que les gens vous traitent de moins que rien et tout ça, parce que voilà, il y a l'enfance, mais aussi des personnes qui deviennent adultes, qui ont travail, qui crédit sur crédit sur crédit deviennent dans la rue. Et il y a un mépris aussi. Les classes sociales sont aussi générées par le harcèlement. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple, ah vous avez de l'argent, on prend soin de vous, vous n'avez pas d'argent, on ne prend pas soin de vous. Moi j'ai un ami par exemple, il a cherché à régler des problèmes de santé. Chaque fois qu'il arrivait, on lui disait ah non t'es à la CMU, ouais ça, ouais il sert à rien tout. Même un ami SDF, il avait le bras ouvert et ils lui ont dit non t'emmerdes pas, hein, il est à la CMU, on va pas se faire chier pour lui. Donc voilà, donc c'est vrai que... C'est aussi un problème effectivement de société. Mais bien sûr. D'engendre, c'est ce que nous disait justement Zahour. Alors du coup Vincent, on tenait vraiment à vous remercier aussi chaleureusement avec Nourdine, parce qu'aujourd'hui ces témoignages intimes et à la fois universels que vous nous offrez ce jour permet effectivement de voir les conséquences du harcèlement scolaire sur une personne, et vous nous avez livré effectivement les conséquences à court terme dans la vie du quotidien, mais également lorsqu'on est adulte. Donc ça a des conséquences, et comme on disait, une petite chose, une moquerie, un petit sourire en coin, répété finalement, a de graves conséquences. Il y a aussi encore sur sa confiance en soi. Il y a encore un autre truc aussi dans la confiance en soi, c'est quand vous êtes, par exemple, quand vous avez subi la différence et la haine, hein, et que vous avez toujours cette vengeance qui illumine, quand vous passez dans la rue, moi encore c'est mon cas, quand vous passez dans la rue et que vous sentez l'hostilité, l'arrogance narquoise des gens qui vous regardent de travers parce qu'ils se disent « encore un cassos », et vous le ressentez. Et en fait, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de vous venger et d'être encore plus effrayant. Moi, je suis devenu quelque part le croque-mitaine. En fait, j'étais la victime, le tourmenté, et j'ai un plaisir à avoir envie d'être le tourmenteur à mon tour. Donc c'est vrai que je suis incompris dans ce que je fais, même avec 17 bouquins, je ne suis pas compris du tout.
Et Bah, en tout cas, là, je pense qu'on vous a vraiment bien compris. Ouais. C'était très clair, on est rentré complètement dans ce que vous nous disiez. Donc merci pour ce moment, vraiment. Et puis on va peut-être prendre justement des questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour conclure? Alors on va s'arrêter là aujourd'hui pour le cours dehors.